Hélène Caponi va nous expliquer pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on est censé y faire. Voilà. Donc, je te laisse la parole. Très bien. Bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans les locaux de la CARSAT pour la première réunion en présentiel depuis plus d'1 an et demi, en fait. Bien entendu, dans le respect des gestes barrières et avec la jauge qui réduit. Alors, c'est la raison pour laquelle vous avez vu qu'on filme la réunion. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aussi qui n'ont pas pu venir parce que la restauration rapide est en plein redémarrage. Voilà. Donc merci à ceux qui ont pu se libérer. Et donc on pourra réutiliser le film pour capitaliser et en faire bénéficier d'autres entreprises. Donc je suis Hélène Caponi, voilà, ingénieure conseil en prévention des risques professionnels à la CARSAT. Et cette réunion est initiée dans le cadre d'un projet de prévention du risque routier dans la restauration rapide. Alors, projet que je conduis avec un groupe projet que je présenterai tout à l'heure. Nous avons souhaité l'élargir à d'autres secteurs d'activité. Donc, il y a quelques entreprises dans la salle qui n'appartiennent pas à la restauration rapide, mais qui pour autant sont concernées par le sujet du deux roues motorisé en mission. Bon, je ne peux pas vous projeter la structuration du projet, mais ce n'est pas grave, je vais vous la présenter oralement. Donc, ce projet de prévention du risque routier dans la restauration rapide a démarré depuis 2 ans. Donc, en 2019, nous avons sur le terrain été rencontrer les établissements de restauration rapide. Avec le groupe projet, donc Rémi Lafitte devant, Jean Caporali, Laurent Jandel et moi-même. Donc on s'était répartis les établissements, donc certains les ont eu en visite. On a fait des entretiens, on a étudié l'accidentologie et donc on en a tiré des enseignements sur comment était prise en compte la prévention du risque routier dans les entreprises de restauration rapide. En 2020 et 2021, on a travaillé avec la profession et je remercie encore l'échelon national de Sushi Shop et de Domino's Pizza qui est venu de Paris aussi. Et nous avons, consolidé, on va dire, une liste de bonnes pratiques de prévention qui nous semblent réutiles à appliquer dans la profession, dont certaines sont déjà appliquées, bien entendu, parmi vous, et d'autres restent à mettre en place. Ces bonnes pratiques, on les a formalisées dans des publications, des fiches mémo qui, normalement, vous ont été remises. Donc, dans cette offre de prévention, quelque part destinée à la profession de la restauration rapide, était prévue aussi cette réunion dont le but est de vous présenter les bonnes pratiques au travers des publications et surtout d'échanger avec vous sur la faisabilité de leur mise en œuvre dans le but ensuite en 2022 de vous accompagner dans le déploiement de ces bonnes pratiques en entreprise. Donc voici le projet. Bien évidemment, ces bonnes pratiques peuvent aussi concerner les professions hors de la restauration rapide. C'est tout à fait duplicable. Que dire écoutez, voilà. Donc je remercie l'association PSRE représentée par Patrick Auberto, qui sera donc notre animateur pour l'après-midi. Et merci également à nos 2 avocats et à notre assureur juriste pour leur expertise, je précise, gratuite en fait. Donc ils viennent apporter leurs connaissances. Et merci à vous tous dans la salle. Merci aux partenaires. Donc nous avons la préfecture de police, représentée par Madame Colombo ici, qui a contribué aux publications. Nous avons Dr Tata de la médecine du travail, STP 13, qui a également apporté son œil aiguisé sur les publications. Nous avons Monsieur Santucci, assureur, mutuelle des motards, qui a aussi contribué. J'oublie Brice Brunier de la Direct, inspection du travail, qui tout au long de l'après-midi pourront aussi apporter leur éclairage, chacun dans son domaine d'expertise. Écoutez, je laisse la parole à Patrick pour l'animation. Bonne réunion.
Merci. Donc le challenge, c'est de tenir le timing. Bien sûr, on ne vous a cité que les experts du côté gestion du risque, sachant que les experts du côté boulot, restauration rapide, c'est vous. Et le but, c'est de faire le lien entre les deux. Donc il va falloir qu'on discute et qu'on échange. Mais alors, c'est vrai que c'est une chance exceptionnelle. Il n'y a pas beaucoup de gens qui auront le privilège de passer 1 heure avec Maître, alors il faut que je le dise dans l'ordre alphabétique, puisque maintenant, on ne peut plus faire passer les femmes d'abord. Maître Séverine Artière, qui est spécialiste, qui va se présenter. Maître Christophe Basse, qui va se présenter. Et Madame Agnès Mollier, qui vont se présenter. Et on va passer 1 heure à rentrer un petit peu dans qu'est-ce qui se passe quand on a un problème d'ordre juridique, que ce soit civil, pénal, assurantiel, contractuel, mais de rentrer un peu dans le détail de, je ne sais pas combien de gens dans la salle, on ne va pas lever les mains, mais c'est très très rare qu'on ait affaire à la justice. Donc, de savoir à l'avance comment ça se passe dans le détail, qui fait quoi, qu'est-ce qui va vous être demandé, je pense que, venant de la parole de gens qui le vivent tous les jours, c'est assez extraordinaire. Vous nous le direz après. Donc, je vous laisse vous présenter tous les trois. Et puis après, Hélène va nous faire un petit topo de 3 minutes, juste pour nous montrer pourquoi c'est important l'accidentologie dans la restauration rapide. Maître Artière. Merci. Alors, je ne sais pas si ça marche, oui, vous m'entendez bien. Et on a le droit de retirer son masque quand on parle, donc j'ai le privilège de pouvoir le faire et la chance de pouvoir le faire. Donc, Séverine Artière, je suis avocate au barreau de Marseille, associée d'un cabinet qui s'appelle Barthélemy Avocat et qui est spécialisé en droit social. Alors, droit social, on le dira peut-être un peu plus dans le détail tout à l'heure, qu'est-ce que ça recouvre, le droit du travail, le droit de sécurité sociale et le droit de la protection sociale complémentaire. En bref, on gère le risque ou on accompagne les entreprises dans leurs risques relations sociales, qu'ils soient individuelles ou collectives, ou en lien avec les administrations du travail. Voilà, moi j'ai prêté serment en 2010. Et j'ai eu la mention spécialisation en droit du travail et donc je ne fais que ça au quotidien et j'espère pouvoir vous apporter un éclairage juridique sur le sujet passionnant d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Christophe Basse, je suis avocat au barreau de Marseille depuis 1996. Et depuis 25 ans, je n'exerce que dans la matière pénale, le contentieux pénal et la prévention du risque pénal. J'ai à ce titre une spécialisation en droit pénal et j'ai une activité qui est plus orientée vers le droit pénal de l'entreprise avec l'accompagnement du chef d'entreprise sur l'appréhension de sa responsabilité pénale, que ce soit en matière d'infraction volontaire ou d'infraction involontaire. On va essayer de faire une petite distinction entre tout ça tout à l'heure. Et je répondrai à toutes vos questions très volontiers, tant il est vrai que l'approche du risque pénal et la lucidité que ça peut apporter sur l'activité de l'entreprise est importante et de plus en plus prise en compte par les dirigeants. Donc une bonne nouvelle, c'est que non seulement ils sont experts, mais ils accompagnent les entreprises. Donc on se sent soutenu. Madame Mollier. Bonjour, donc moi je suis Agnès Mollier, je suis juriste à la Mutuelle des motards, ça fait 16 ans. Et donc moi j'ai un œil plutôt sur le suivi de vos véhicules et notamment ce qui se passe en cas d'accident. Mais nous sommes aussi les créateurs de contrats pour les coursiers alimentaires. Et tout ce qui est aussi un risque professionnel à moto et en 2 roues. Donc on a quand même une bonne vision de ce qui se passe dans vos entreprises. Et je pourrais également vous aider à adopter les bonnes pratiques pour avoir un contrat d'assurance périn chez vous, ce qui serait pour vous une bonne solution en cas d'accident. Voilà. Quelques chiffres maintenant pour dire pourquoi la Caisse d'assurance maladie et de prévention des risques professionnels a choisi la restauration rapide. Donc, si on regarde sur le régime général, le total des accidents en mission professionnelle, donc vous voyez qu'il y a 30% des accidents, donc les parcelles colorées,
qui sont pourvus, si je peux dire, par 5 activités professionnelles. Donc, en premier lieu, les activités de poste qui représentent 9% des accidents mission. Donc, ça, c'est tant au niveau national que régional. Et ensuite, l'aide à domicile. Donc, je crois qu'il y a quelqu'un de l'aide à domicile dans la salle. Je ne sais pas si la GAFPA est là. Peut-être pas encore arrivé. Si, pas encore arrivé. Et donc, vous voyez que la restauration rapide pourvoit 5% des accidents à la même hauteur que les métiers du transport, que sont le fret interurbain et le fret de proximité. Donc, ça, vous êtes gros pourvoyeur d'accidents de mission. Enfin, vous êtes dans le top 5. Oui. Donc, si on regarde maintenant l'indice de fréquence de la profession de la restauration rapide, donc c'est le nombre d'accidents ramenés à 1000 salariés. Donc, vous voyez que l'indice de fréquence régional de la restauration rapide est à 10,5 pour le total des accidents en route. Donc, j'ai mis dedans la mission, mais aussi des accidents de trajet, domicile-travail. Et vous voyez que par rapport au national, c'est en marron, l'indice de fréquence de la restauration rapide au niveau national est à 7. Donc, en fait, en région PACA, on a 1,5 fois plus de risques, quelque part, quand on est salarié de la restauration rapide, d'avoir un accident, donc une région particulièrement touchée. Et on a 2 fois plus de risques d'avoir un accident que dans la moyenne des autres activités professionnelles. C'est la barre jaune à 4,9. Alors, si on regarde maintenant le véhicule concerné, voilà, ça ne surprendra personne qu'en restauration rapide, 73% des accidents de mission ont lieu en 2 roues, motorisés ou non motorisés. Et on a également une part importante en trajet professionnel. J'ai voulu le souligner, c'est à droite, en 2 roues également, donc 57%. Enfin, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'accident de mission professionnelle à gauche. Donc après, voilà, je voulais vous faire part de quelque chose d'assez intéressant. Donc quand on regarde l'origine des accidents en livraison dans la restauration rapide, nous avons 53% des accidents qui ont lieu sans tiers impliqués. Donc les salariés ont l'accident tout seuls. Parmi ces accidents sans tiers, vous en avez plus de la moitié qui sont des pertes de contrôle de véhicule ou des chutes. Et vous en avez 35% qui sont des glissades. Voilà, on y reviendra derrière dans les bonnes pratiques. Oui, puis les assureurs pourront nous dire si c'est caractéristique de l'accident en deux roues moto. C'est-à-dire, oui. je rate mon virage, je glisse sur un passage piéton. Et cette diapositive, commente-la si tu veux, Patrick, oui, puisqu'elle te plaît bien, cette diapositive. Ouais, et comme ce n'est pas Hélène qui l'a fabriquée, c'est sûr que moi, j'ai essayé de mettre d'essayer de me représenter la journée dans la restauration rapide. Et alors, quand on le fait métier par métier, on doit avoir le même pour la poste, mais ce n'est pas du tout le même rythme. Donc, moi, ce qui m'a surpris, et c'est peut-être une question que j'ai pour vous, c'est de dire, mais vous devez avoir un chiffre d'affaires livré le soir qui est beaucoup plus important que le chiffre d'affaires livré à midi, puisque on voit bien les accidents de mission qui sont principalement entre 19 et 21 heures. Hein. Et dans les accidents de trajet, c'est comme s'il y avait plusieurs vagues d'arrivée, parce que très souvent, la première bosse, c'est « je viens au boulot », et la deuxième bosse, c'est « je pars du boulot ». Et là, la bosse du milieu, entre 13h et 20h, il y a peut-être un mélange de gens qui partent et de gens qui reviennent. Alors, j'aurais aimé avoir votre avis sur comment on explique cette diapo. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est lié au chiffre d'affaires, consommation sur place, consommation en déplacement, consommation en livrée? Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est naturel? Vous n'êtes pas surpris? Est-ce qu'il y a quelqu'un de la restauration rapide dans la salle? Quelqu'un qui aurait un avis sur cette diapo? Je crois qu'il y a... Non, mais oui. C'est-à-dire que vous faites la majorité du chiffre d'affaires le soir en livraison. Ouais. Et quand vous faites... les gens qui livrent le soir, ils réattaquent à quelle heure? C'est-à-dire, en bleu, ils sont susceptibles d'avoir un accident de trajet
Après, ça dépend les heures d'ouverture du restaurant, mais en général, oui, ils arrivent vers 18h. Oui. Donc ça pourrait expliquer, oui, la pointe de 18h en bleu, et puis derrière, on livre. D'autres commentaires sur ce rythme? Donc c'est quelque chose auquel vous vous attendez. Et le démarrage des accidents de mission, je suppose, 8h, 9h, 10h, c'est peut-être plus des gens qui ne sont pas livreurs. Hein, c'est ça? Ouais. Bon, voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ce tour, que vous voilà informé sur le métier, je pense que c'est à vous de nous décrire. Alors, je ne sais pas, est-ce que... On va faire un vote à main levée. Vous préférez commencer par le droit pénal ou le droit social? Qui est pour le droit pénal? Personne? Donc, on va commencer par le droit social. Ça, c'est... Tout le monde s'attendait à ne pas lever la main. C'est parce que vous avez plus d'attentes sur les connaissances en matière de droit social ou c'est... Peut-être, non, mais peut-être que c'est plus fréquent. Oui. Je sais pas. Très certainement, oui. Peut-être aussi que le droit pénal, par essence, fait plus peur que le droit social. Et peut-être c'est toi qui fais plus peur. C'est moi, peut-être. Ça englobe quoi, le droit social? Alors, le droit social, il y a 3 grands regroupements ou thématiques qui concernent le droit social. Il y a le droit du travail, tel qu'on le connaît, c'est les relations de travail entre employeurs et salariés. Tout ce qui a trait en lien avec le contrat de travail, avec l'application des accords d'entreprise, avec l'application de la convention collective. Après, vous allez avoir un autre pan qui concerne le droit de la sécurité sociale. Ça, c'est plus précisément toutes les problématiques en lien avec l'URSSAF, donc le paiement des cotisations, en lien avec les accidents du travail. J'ai un accident du travail, comment je le déclare dans l'entreprise, est-ce que je peux le contester, etc. Tout ça, ça concerne le droit de la sécurité sociale et les reconnaissances de maladies professionnelles. Et le troisième pan, qui est un peu plus méconnu et qui est quand même très spécifique, c'est le droit de la protection sociale complémentaire, qui est beaucoup lié aux assureurs, et qui est de dire quelle est la couverture que je mets en place dans mon entreprise pour avoir une couverture du risque en matière de prévoyance, de mutuelle, voilà, en sachant que, évidemment, j'ai parlé de la convention collective dans le droit du travail, on va en parler dans tous les secteurs, parce que la convention collective, elle donne des informations et des modalités d'application qui regroupent les 3 matières que je viens de citer. Et dans ce cadre-là, quelle est l'instance ou quelles sont les instances auxquelles on va, vers lesquelles on va être dirigé ou auxquelles on va avoir affaire? Alors, en matière de relations de travail, droit du travail, c'est principalement le Conseil de prud'homme au premier niveau de juridiction qui va intervenir. Il a une petite particularité, c'est que ce n'est pas des magistrats dits professionnels, ils ne sortent pas de l'école de la magistrature. C'est peut-être vous êtes aussi conseiller prud'homme, puisque c'est les représentants des salariés et des entreprises qui sont donc dans un corps élu, qui permettent de siéger au Conseil de prud'homme en formation paritaire. C'est-à-dire que paritaire, ça veut dire qu'il y a 2 conseillers prud'homme côté salarié, on dit, donc du collège salarié, et 2 conseillers prud'homme par composition du collège employeur. Et pour avoir une spécificité qui est en lien avec les dossiers traités, les conseils de prud'homme, ils sont scindés en plusieurs sections qui va permettre de traiter des... industrie, il y a la section industrie qui concernera les dossiers des entreprises de l'industriel. Vous avez la section agriculture qui fonctionne à hauteur d'1 audience par mois au Conseil de prud'homme de Marseille, par exemple. Et vous avez la section dite commerce, activités diverses. Ça, c'est pour celles qui regroupent à peu près toutes les autres, qui ne rentrent pas dans les 3 cases. Donc la restauration rapide serait dans... Les activités diverses, exactement. Et vous avez une section spécifique pour les cadres, donc les salariés cadres, qui ont le statut de cadre, qui est donc la section encadrement. Ça, c'est pour la principale juridiction en matière de droit du travail, avec un deuxième niveau de juridiction qui est la cour d'appel, dans ses chambres dites sociales. Et puis, vous avez une autre juridiction qui est maintenant unifiée, puisque c'est le tribunal judiciaire,
qui s'occupe des dossiers relatifs aux droits de la protection sociale complémentaire et aux droits de la sécurité sociale. Vous avez un contrôle URSSAF, on le conteste devant le tribunal judiciaire. Une problématique accident de travail ou maladie professionnelle, ce sera également devant le tribunal judiciaire qui s'appelait avant, peut-être que vous le connaissez sous ce nom-là, le tribunal des affaires de sécurité sociale, donc le TAS, voilà, qui aujourd'hui n'existe plus puisqu'il a été absorbé par le tribunal judiciaire. Il y avait aussi le tribunal de l'incapacité qui a aussi, pareil, été absorbé par le tribunal judiciaire. Bon, on reviendra peut-être sur des exemples. Dans quel cas on va là, ou on va là, ou on va là-bas, ou on va partout. Côté pénal, c'est sûrement plus simple. Plus simple, je ne sais pas. Je disais tout à l'heure que ça fait peut-être plus peur. C'est, je crois, une réalité, même si depuis quelques décennies, peut-être deux, le champ pénal envahit l'activité de l'entreprise et le dirigeant d'entreprise s'intéresse maintenant depuis quelques années à ce risque spécifique. Le droit pénal, c'est associé à la sanction pénale, et la sanction pénale, par essence, c'est la prison. Et puis, dans ce qui conduit à la sanction pénale, on a l'enquête, et dans les actes coercitifs de l'enquête, on a la garde à vue. Et ces mots-là, prison et garde à vue, ils ont longtemps été un peu bannis du vocabulaire du dirigeant d'entreprise comme étant réservés à de la délinquance. Et puis, on s'est rendu compte petit à petit que le champ pénal intervenait de plus en plus dans le droit de l'entreprise. C'est quoi le droit pénal ? C'est le droit de l'engagement de la responsabilité pénale, c'est-à-dire le droit de la sanction de la faute pénale. Et la différence fondamentale entre le droit pénal et le droit civil, c'est que en droit pénal, chaque faute est définie par le code pénal. On ne peut pas avoir, comme on peut le voir dans différentes matières, une définition par le juge de ce qu'est par exemple la faute grave, la faute légère, la faute lourde, où chacun va mettre un comportement et petit à petit au fil de la jurisprudence, on a une définition de ces critères-là. Ça n'existe pas en droit pénal. En droit pénal, pour qu'il y ait une infraction, il faut qu'elle soit définie par un texte. Et si elle n'est pas définie par un texte, elle n'est pas une infraction. D'où l'extension quasi infinie des textes aujourd'hui en matière pénale pour aller toucher des comportements qui n'étaient pas définis. Je vous donne un exemple tout simple, ça illustre quand même ce qu'est la nécessité d'avoir un texte en droit pénal. Le vol, par exemple, est défini comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Si je donne quelque chose à quelqu'un en lui demandant de le remettre à quelqu'un d'autre, il ne me l'a pas soustrait puisque je le lui ai donné. Donc, ce n'est pas du vol. Et je ne pourrais pas être poursuivi, ou la personne ne pourrait pas être poursuivie sur le fondement du vol. Il faut trouver un autre texte. En l'occurrence, ça s'appelle un abus de confiance, parce que l'abus de confiance prévoit le fait de détourner la chose qu'on nous a remise. Et donc, comme ça, petit à petit, on va avoir des textes qui vont s'empiler les uns sur les autres et qui vont définir des infractions. Et le droit pénal, c'est le droit qui va emmener à la sanction de l'infraction pénale, la violation du texte pénal. Donc, le premier élément, c'est ce texte-là. Puis la spécificité du droit pénal, c'est qu'on a un personnage, un acteur judiciaire qui n'existe pas dans le contentieux entre personnes privées. Vous vous disputez avec votre voisin sur la place de la clôture ou sur le caillou qu'on vous a jeté. Vous allez devant un juge pour engager sa responsabilité. Il y a votre voisin, il y a vous devant le juge. En matière de droit pénal, il y a un personnage particulier qu'on appelle le procureur de la République. Le procureur de la République, c'est un magistrat, mais pas un magistrat qui juge, mais un magistrat qui poursuit. Il a pour premier rôle le rôle de poursuivre, avec un principe, on en reparlera peut-être tout à l'heure, de l'opportunité de la poursuite. Puis il a un deuxième rôle, c'est à l'audience de soutenir l'accusation. Non seulement il a décidé d'engager la poursuite, mais il va soutenir l'accusation. Et puis son troisième rôle, c'est d'exécuter la sanction si le juge décide de sanctionner. Et les infractions pénales sont classées en 3 catégories. Et ces catégories ont pour critère de distinction la gravité de la sanction. Les sanctions les plus graves viennent sanctionner les infractions qu'on appelle les crimes. Les crimes sont punis de réclusion criminelle et d'emprisonnement qui sont supérieurs à 10 ans. Globalement, il faut garder ça en tête.
Les infractions de moyenne gravité sont les délits et les infractions de faible gravité sont les contraventions. Les deux premiers, crimes et délits, sont nécessairement définis par la loi. Les contraventions sont définies par le pouvoir réglementaire, le pouvoir exécutif, et vont donner lieu à des amendes qui sont au maximum de 1 500 €. Toutes ces infractions ont des régimes différents. Les infractions qui concernent principalement l'entreprise sont essentiellement les délits et les contraventions. On a peu de crimes qui s'appliquent à l'entreprise, même s'il m'est arrivé de défendre un chef d'entreprise et qui tue son associé à coups de fusil. Ça n'a rien à voir, vous l'imaginez bien, avec le droit de l'entreprise. Ça, c'est un contentieux privé qui se déroule dans l'entreprise, même si d'ailleurs, sur le plan droit du travail, ça avait été défini comme un accident du travail. Et donc, on est sur une appréhension des délits et des contraventions. Les délits ont pour juge naturel le tribunal correctionnel et en appel les chambres correctionnelles de la cour d'appel. Et les contraventions ont pour juge naturel le tribunal de police et en appel la chambre de la cour d'appel, la chambre qui va évoquer les contraventions. Et donc, on se retrouve en qualité de chef d'entreprise nécessairement confronté à cette réalité d'une loi pénale qui envahit le champ de l'entreprise, dans laquelle on va devoir connaître les délits qui sont susceptibles de s'appliquer à l'activité de l'entreprise et les contraventions qui sont susceptibles de s'appliquer à l'activité de l'entreprise. Droit pénal du travail, avec les règles de droit du travail qui sont pénalement sanctionnées. Droit pénal des affaires. C'est le même code. C'est le code du travail qui va avoir des implications pénales et civiles. Il y a des textes de nature pénale qui sont dans le code pénal, et puis il y a des infractions qui sont dans le code du travail et qui vont, parce qu'elles sont sanctionnées pénalement, relever du juge pénal. Il y en a même qui sont définies dans les deux codes. Par exemple, le harcèlement, c'est typiquement une notion qui est à la fois dans le code pénal et à la fois dans le code du travail, avec parfois des critères qui peuvent être sujets à quelques subtilités en fonction de la rédaction. Et donc on peut y revenir sur les exemples. Enfin, quand on va rentrer dans le détail de quelles sont les responsabilités qui peuvent être imputées à un chef d'entreprise en cas d'accident du salarié sur la route. Comme ça, on sera un peu plus précis, enfin plus concret. Sur le côté assurance. Alors, côté assurance, je pense que... Combien faut-il de contrats d'assurance pour qu'un employeur se sente couvert ? 2, 4, 6, on peut faire un vote. Et vous avez besoin de plusieurs assurances. Et en fait, ça va dépendre aussi de votre activité et de vos besoins. Mais lorsque vous êtes en majorité, je pense, des restaurateurs et vous faites de la livraison alimentaire, donc vous avez pas mal de risques routiers à votre charge. Dans ce cas-là, on a besoin de quoi principalement quand on fait ça ? On a des véhicules. Donc déjà, le premier contrat qui est obligatoire, ça va être l'assurance du véhicule. Donc là, ça va garantir principalement l'ARC, c'est-à-dire tous les dommages que vous pouvez causer aux tiers, mais vous pouvez aussi vous assurer pour vos propres dommages. Mais en cas d'accident de la circulation, il va se passer quoi ? Il y a l'assureur du véhicule qui va intervenir, mais en fonction des circonstances de l'accident, vous allez peut-être être sollicité sur d'autres volets, comme on a pu voir là. Il y a peut-être votre assurance RC professionnelle qui pourrait être mise en jeu également. Si jamais ça a causé du retard à votre client, si jamais vous avez détérioré, je pense que taxi moto, on n'en a pas là, mais des bagages de votre client sur le véhicule, vous aurez besoin de votre RC professionnelle parce que c'est elle qui garantit les dommages que vous pouvez causer du fait de l'exploitation, du fait de votre cœur d'activité. Mais aussi, qu'est-ce que vous pouvez avoir ? Vous pouvez avoir besoin de la RC des dirigeants. Responsabilité civile, pardon, des dirigeants. En responsabilité civile, lorsque vous avez un accident de la circulation, si jamais il y a, en fonction des circonstances, on va dire que vous avez un salarié qui avait une tournée qui n'était pas adaptée, et du coup, en fait, il doit faire sa tournée qui l'incite à aller très très vite. Ça peut être aussi démontré en cas d'accident de la circulation, et là, dans ce cas-là, ce qui peut être mis en cause, c'est votre responsabilité civile en qualité de chef d'entreprise, et on peut venir vous chercher sur un volet civil ou sur un volet pénal aussi, ou un volet social. Donc là, vous aurez également besoin d'un contrat d'assurance qui pourrait couvrir ces risques-là. Après, quand vous avez des véhicules, il faut aussi assurer ces bâtiments, parce que si vos véhicules prennent feu, il faut que vos bâtiments soient assurés en cas de communication d'incendie.
Vous pouvez aussi fournir une assurance collective à votre salarié en cas d'accident pour qu'il y ait des prises en charge, notamment sur des montants supérieurs ou des plafonds d'indemnisation parfois supérieurs. Donc vous voyez, quand on a un accident de la circulation, c'est un carrefour d'assurance en fait. Vous avez besoin de plusieurs contrats et ces contrats pourront être mis en jeu. Et en fonction de la responsabilité qui va venir, c'est différents contrats et différents intervenants. C'est-à-dire que nous, en assurance véhicule, on va garantir tout ce qui est circonstance de l'accident. Si c'est la RC du chef d'entreprise, vous aurez peut-être besoin d'un avocat, pénaliste ou en droit social, pour défendre, si bien vous cherchez, sur une faute inexcusable de l'employeur. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé chez vous. Il faut, quand vous devez prévenir le risque routier, vous avez effectivement des obligations envers vos salariés et vous avez éventuellement des process à mettre en place pour gérer tous ces risques. Donc on va y revenir parce que vous avez lâché le mot faute inexcusable, on va voir jusqu'où ça peut aller. Moi, ce que je retiens à ce niveau-là, c'est que en bon gestionnaire de votre entité, vous devez avoir à peu près une vue claire des différents contrats d'assurance, des niveaux de garantie, et on y reviendra tout à l'heure, des cas de nullité de ces contrats, de ces garanties, de nullité ou de déchéance, je ne sais pas comment on dit, mais c'est un peu la même chose. Alors si maintenant on rentre dans le concret, en commençant par celui qui fait peur, c'est-à-dire sur le plan pénal, on part d'un exemple simple. Un livreur est parti faire sa livraison, il en a pour 22 minutes d'après le planning, et au bout d'un quart d'heure, on reçoit un coup de fil, j'ai eu un accident, je suis arrêté, je peux pas, c'est grave, il y a les forces de l'ordre, c'est grave, c'est pas grave, qu'est-ce qui se passe, comment tout ça, ça peut s'enchaîner et quelle proportion ça peut prendre en termes de responsabilité du salarié et responsabilité de l'employeur. Quand est-ce que ce monsieur le procureur qui décide des poursuites va s'intéresser à la chose ou pas? Alors, en cas d'accident du salarié, qui est un accident de conduite de son véhicule terrestre à moteur, le salarié est le premier exposé au risque pénal, puisque c'est lui qui conduit et qu'on va déterminer si il est la cause de l'accident ou s'il est victime de l'accident. Et s'il a causé lui-même l'accident, on va s'intéresser à sa responsabilité et notamment à sa responsabilité pénale. Le droit pénal sur cette matière de l'accident distingue les infractions volontaires et les infractions involontaires. Et en matière d'accident, on est, vous le comprenez, sur les infractions qui sont dites involontaires. On a dans le code pénal les atteintes involontaires à la vie, c'est l'homicide involontaire, si la conséquence de l'accident est la mort d'une ou plusieurs personnes, et les atteintes involontaires à l'intégrité physique. Dans les atteintes involontaires à l'intégrité physique, on distingue plusieurs niveaux de gravité et c'est en fonction de la notion d'ITT que la distinction est faite par la loi. L'interruption temporaire de travail, totale de travail, qui n'est pas l'arrêt de travail, mais qui est l'incapacité médico-légale d'exercer des gestes de la vie quotidienne. Même si le blessé est un retraité. Même si le blessé est un retraité, même si il a droit à son ITT. Il a droit à son ITT, il a surtout un chiffrage de son ITT. Cette ITT, c'est vraiment sur le plan médico-légal, l'incapacité de se lever, de s'habiller, de manger, de faire des gestes de la vie quotidienne. Et ça va se chiffrer soit en jours, soit en mois. En matière d'infraction involontaire, le critère dont vous avez tous entendu parler en matière d'infraction volontaire, on sait que l'ITT est plus ou moins de 8 jours. En matière d'infraction involontaire, l'ITT distingue la gravité en fonction d'un niveau de 3 mois. Plus de 3 mois ou inférieur à 3 mois. Et donc, en fonction des conséquences de l'accident, on va avoir des poursuites qui peuvent être de nature contraventionnelle ou délictuelle, mais vont se croiser, c'est assez complexe et assez subtil, vont se croiser sur ce critère-là, des critères des circonstances dans lesquelles est survenu l'accident.
Est-ce que l'accident est survenu par une violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ? Par exemple, le scooter ou le véhicule de roue qui a pris un sens interdit pour aller plus vite et pour arriver plus vite sur son lieu de livraison. On va considérer qu'il a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Et si c'est ça, quand bien même l'ITT est inférieur à 3 mois sur la personne accidentée en face, on sera sur une définition délictuelle de l'infraction. Donc, parce que le code de la route, lui, il a déjà cette notion de délit. Je prends l'alcool parce que c'est le seul qui me vient à la tête, mais au-dessus de 0,8, c'est du délit. Entre 0,4 et 0,8, c'est une contravention, c'est ça ? C'est ça. Donc déjà, il y a cet aspect-là, et puis après, il y a l'autre critère qui est la gravité de l'accident. Sachant que si on part sur une conduite en état alcoolique, ça devient une circonstance aggravante là, de l'accident. Et au titre des circonstances aggravantes, ça change aussi soit de régime, on passe de contravention à délit, soit de gravité de la peine encourue. Sachant qu'on part d'une peine qui est de 3 ans et qu'on peut, en fonction des circonstances aggravantes, arriver jusqu'à une peine de 10 ans encourue. Donc, vous imaginez ça, c'est pour le salarié. C'est pour le salarié, c'est-à-dire pour l'employeur. Celui qui est l'auteur direct de l'accident. Et ça, c'est une notion qui est très importante en droit pénal. C'est la notion de causalité directe ou indirecte. Celui qui est le conducteur du véhicule et qui est en tort va être dans une causalité directe par rapport au dommage. C'est lui qui, par son action, a causé le dommage. Si on remonte jusqu'à l'employeur parce qu'on se rend compte, par exemple, qu'on a obligé le salarié à avoir un planning que manifestement il ne pouvait pas tenir, et puis en plus le scooter n'était pas révisé, les instruments qui étaient obligatoires n'étaient pas sur le véhicule, enfin toute une série d'obligations qui pèsent sur l'employeur et qui viennent avoir une incidence dans la survenance de l'accident. On n'est plus là pour l'employeur dans la causalité directe à l'accident, c'est pas l'employeur qui a causé l'accident, mais c'est l'employeur qui a créé la situation ayant conduit au dommage ou qui a contribué à la situation ayant conduit au dommage. Et là, on est dans la causalité indirecte et on va pouvoir éventuellement rechercher la responsabilité pénale de l'employeur pour avoir indirectement contribué au dommage. Et vous auriez une idée, une illustration de est-ce que ça peut aller jusqu'au délit de l'employeur ? Absolument. Par exemple, je vous laisse l'inventer parce que moi je ne vois pas. Il faut ajouter à ça, avant d'illustrer l'exemple, il faut ajouter en ce qui concerne l'employeur la différence entre personne physique, employeur, et personne morale. Sachant que en matière de causalité indirecte, la loi est plus stricte pour engager la responsabilité pénale d'un employeur personne physique plutôt que dans l'employeur personne morale. Il va suffire à une personne morale d'avoir commis une faute qui peut être une maladresse, une négligence ou une inattention pour pouvoir engager sa responsabilité pénale, alors qu'il faudra pour l'employeur personne physique une faute d'une particulière gravité, faute caractérisée, ou une violation, on en parlait tout à l'heure, manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. Un exemple, l'employeur qui a obligé une course qui était intenable en termes de planning. On va pouvoir aller le rechercher sous l'angle de sa responsabilité pénale pour avoir contribué au dommage en ayant imposé au conducteur du véhicule des conditions de travail qui, pour intenables qu'elles étaient, ont essayé d'être tenues et donc d'avoir finalement contribué à la situation qui a causé le dommage. Et l'employeur va pouvoir être entendu soit dans le cadre d'une audition libre, soit dans le cadre d'une garde à vue, pour avoir à répondre et à s'expliquer sur les conditions dans lesquelles il a envoyé son salarié sur la route. Donc c'est un exemple qui est tout à fait envisageable, qui n'est pas une hypothèse d'école et qui est prévu par les textes. Est-ce que souvent ça va être le salarié qui, ayant un accident, qui est en face des forces de l'ordre quand il y a gravité,
qui, je suppose, enfin c'est humain, va essayer de se décharger en disant c'est pas moi, c'est mon patron qui m'a dit de, ou bien c'est mon patron qui n'a pas voulu, ou c'est mon patron qui... Enfin, c'est assez naturellement, je suppose, que le salarié va essayer de rebalancer. Enfin, je sais, alors là, je ne sais pas pourquoi je dis ça, ça serait à vous de voir Absolument, oui. comment vous le sentez, c'est-à-dire quel est le risque que vos salariés vous retournent un certain nombre d'arguments en cas d'accident via les forces de l'ordre, quoi. C'est comme ça, et c'est comme ça que ça se passe en pratique, et vous comprenez bien que tout ne se décide pas sur le moment de l'accident. Les forces de l'ordre se déplacent effectivement, on fait un constat. En fonction de la gravité, il est certain que s'il y a un ou plusieurs morts en face, les moyens qui vont être développés pour l'enquête ne sont pas les mêmes que si on a un blessé léger en face. Mais l'enquête va se faire petit à petit. Et la personne qui a causé l'accident est peut-être elle aussi blessée, elle est peut-être en état de choc, on va devoir différer son audition. Mais à un moment, on va s'intéresser à ses conditions de travail. Et en fonction... là, des relations qui existent entre l'enquêteur et le procureur de la République, l'enquêteur disant au procureur, mais enfin, je crois quand même qu'on a quelqu'un qui a l'air assez sincère quand il dit qu'il a des conditions de travail qui sont intenables, ou alors l'enquêteur qui voit que le véhicule avec lequel le salarié circulait n'était absolument pas entretenu, va pouvoir faire remonter l'information au procureur de la République, qui va dire, entendez l'employeur. Et puis l'employeur va recevoir un jour, parce que par définition, même si in fine on envisage la responsabilité de la personne morale, c'est bien la personne physique qui a commis une faute pour le compte de la personne morale, et c'est la personne physique qui va être entendue, va recevoir une convocation pour aller s'expliquer devant les services de police. Mais du temps sera passé entre-temps. Il aura certainement eu d'autres échanges avec son salarié. Tout ça, c'est la situation dans laquelle, après, on va bien entendu répondre à toutes les questions, mais tout ça, c'est la situation dans laquelle l'employeur est l'employeur de celui qui a causé l'accident. Puis vous si avez aussi... si c'est grave et qu'il y a enquête, je veux dire, ça dure combien de temps? C'est-à-dire, ça va encombrer la tête du responsable d'entreprise pendant combien de temps? Ça peut être long. C'est 3 jours, c'est 3 semaines, c'est 3 mois, c'est 3 ans. Enfin, ça prend. Enfin, je veux dire, c'est ça que j'essaye de voir du côté de la justice. À quelle vitesse ça se règle? Sur un accident qui donnerait lieu à la responsabilité pénale d'une personne morale employeur, on peut s'attendre à ce que l'employeur soit entendu par les services de police dans un délai plutôt de 6 à 10 mois après l'accident, et que les poursuites soient décidées dans un délai de 10 à 18 mois après l'accident. Donc c'est quelque chose qui va être une épine dans le pied pendant un moment pour l'employeur. Et il est certain que si l'employeur se dirige vers un avocat dès le moment de l'accident, parce que l'enquête est secrète et parce qu'on n'a pas accès aux actes d'enquête, on va être un peu dans le brouillard à devoir raisonner sur de la théorie pendant un temps avant de pouvoir entrer vraiment dans la matière au moment où vous serez employeur accompagné avec votre avocat sur une audition libre ou une audition en garde à vue. Il ne faut pas hésiter, surtout quels que soient les éléments que vous avez en votre faveur, et quoi que vous pensiez de votre absence de responsabilité totale sur l'accident, n'hésitez pas à être assisté par un avocat, parce que d'abord on vous prépare à votre audition, et puis ensuite l'avocat qui est à côté de vous, lui, a suffisamment de distance par rapport à une situation de stress quand même quand vous répondez à un enquêteur pour comprendre ce qu'il y a comme matière dans le dossier et pour pouvoir vous accompagner encore mieux après l'audition. Je voulais juste évoquer l'autre situation, c'est la situation où le salarié a un accident mais il en est victime. Oui, alors pause. Il y a Hélène qui a un besoin urgent de s'exprimer. Non, pas urgent, mais oui. De respirer, je voulais dire. Ça permet d'enlever le masque. Merci Patrick. Oui. Je voulais rebondir sur des situations, parce que en tant que préventeur, on a parlé avec les entreprises, une partie est dans la salle. Il y a des situations assez fréquentes et qui sont assez difficiles pour les employeurs à gérer, on va dire, à canaliser. Donc, je vais vous donner 2 exemples, et juste pour voir si, derrière, il peut y avoir des implications pénales. Donc, un employeur laisse partir un salarié sans gants, alors sans casque, c'est assez rare, mais enfin, à la rigueur, sans gants, en survêtement ou en short, en tongs, enfin, dans une tenue qui visiblement ne le protège pas.
ça arrive, c'est compliqué de faire respecter le port des EPI par les salariés, donc on en reparlera, je pense. Est-ce que ça, derrière, si le salarié a un accident grave ou mortel, est-ce que ça peut être, comment dirais-je, bien recherché et l'employeur, en quoi il peut être tenu responsable? Qu'est-ce qu'on va aller creuser, en fait, dans ce cas-là? Et un autre me vient, c'est la question du téléphone au volant. Donc, le navigateur, le téléphone, les jeunes qui exercent dans ce métier-là s'en servent énormément. Donc, pas toujours avec les moyens qui leur sont donnés. Donc, on les retrouve téléphoner avec le téléphone à la main, etc. Ça peut générer un accident. Donc, même question, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'on va rechercher du côté de l'employeur? Je pense que ces exemples parlent à la salle. Attends, on peut juste avant faire une collecte. Si vous avez d'autres cas tels que ces deux petits exemples, c'est le moment de les faire passer de types d'accidents ou de choses qui sont... Des fois, vous sentez que, ouf, on s'en est bien sorti. Ça va pour le moment? On couvre la panoplie. Alors, on continue. Excusez-moi, là... Vous avez fait de la rétention parce qu'il y a le deuxième point quand le salarié, mais là, sur ces deux exemples, et puis on passera aussi du côté civil, ne serait-ce que sur ces deux exemples, que peut demander le salarié, qui déclenche quoi? Alors, sur le premier exemple, il faut raisonner en termes de causalité. C'est ce que je disais tout à l'heure. On va se demander si la faute de l'employeur, soit sa maladresse, sa négligence, son inattention, soit sa violation manifestement délibérée des obligations de sécurité ou de prudence, ou une violation simple des obligations de sécurité ou de prudence imposées par la loi, est en cause dans l'accident, a causé l'accident. Premier exemple, le salarié n'a pas de gants ou n'a pas de chaussures adaptées. Il y a de fortes chances pour que cela ait un impact sur les blessures du salarié, mais que ça n'ait eu aucun impact dans la genèse de l'accident. Et que ça n'est pas parce que le salarié n'a pas de gants qu'il a eu un accident. Peut-être que les tongs, éventuellement, en fonction des circonstances de l'accident, on viendrait à dire que s'il avait été chaussé, l'accident ne se serait jamais produit. Mais c'est ce critère-là qui va entrer en ligne de compte sur la responsabilité pénale. Sur l'engagement de la responsabilité de l'employeur en termes de garantie des dommages pour le salarié, c'est un autre débat. Mais là, en l'occurrence, gants ou chaussures, on n'est pas sur quelque chose qui a causé l'accident. Téléphone, on est là sur le deuxième exemple, on peut être sur quelque chose qui est la cause de l'accident. Et si effectivement le téléphone est la cause de l'accident, on va aller rechercher ou au moins s'intéresser. Ça ne veut pas dire que quelques salariés que ce soit qui a un accident parce qu'il a un téléphone à la main ou inséré sous le casque va engager par ricochet la responsabilité pénale de son employeur, mais on va s'intéresser aux raisons de l'appel, à la façon dont cet appel était passé, aux moyens qui étaient donnés aux salariés pour passer cet appel et à la nécessité ou pas, aux exigences ou pas de son employeur de répondre à tout appel sur la route parce qu'il faut récupérer toute l'activité. On va s'y intéresser. Et si effectivement on arrive à ce que l'enquête démontre que le salarié était dans cette contrainte-là de répondre à un appel, on va alors là s'orienter très nettement vers une responsabilité pénale éventuelle de l'employeur, personne physique ou personne morale, sous l'angle de blessures involontaires ou d'homicide involontaire. Et vous comprenez bien que c'est aussi en fonction de la gravité des blessures que les moyens d'enquête qui vont être mis à disposition seront plus importants et donc vont pouvoir remonter plus haut. Alors, on garde le deuxième cas qui était le salarié... Au téléphone. Non, victime. Mais on le garde... parce que souvent, moi, ce que je constate, c'est que ça peut être plus grave sur le plan pénal si c'est un tiers qui est blessé, avec responsabilité du salarié et mise en cause de l'employeur, parce que souvent l'aspect médiatique peut aussi avoir un impact. Enfin, je vous laisserai traiter, mais je ne voudrais pas qu'on sorte de... Le salarié a causé un accident. Bon, il a causé un accident, il n'est pas spécialement blessé gravement, mais par contre, l'accident a beaucoup de répercussions. Ça, je pense que ça vaut le coup de... C'est un peu en lien avec ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que la gravité de l'accident,
elle va générer une émotion dans l'opinion publique locale, voire nationale, en fonction des circonstances de l'accident. Et plus on est dans une émotion forte qui s'exprime en général médiatiquement, et plus on a de chances ou de risques que le parquet s'intéresse particulièrement au dossier et que les moyens d'enquête soient mis en avant pour aller déterminer les circonstances dans lesquelles le salarié a pu causer cet accident. Et donc il est certain qu'en fonction de la gravité, vous avez un salarié à Marseille qui étant au téléphone avec des pneus usés en sens interdit, coupe la route d'une voiture qui vient s'encastrer dans une maison et provoque la mort de la conductrice et de sa fille en bas âge. Vous allez avoir une émotion sur cet accident qui va être supérieure nécessairement à un accident dans lequel il y a 3 égratignures et un bobo au genou. Et nécessairement, il y aura des moyens d'enquête différents et des investigations qui seront poussées différemment. Mais il n'y a pas que l'émotion qui gère. Non, mais c'est un des déclencheurs qui peut, qui nous échappe complètement. Bien sûr. Mais alors là, on n'est pas dans l'exceptionnel, mais j'ai l'impression que sur le plan droit social, tribunal des prud'hommes, c'est beaucoup plus à jet continu, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de procureur, et c'est chaque salarié ou ayant droit qui va essayer de se faire indemniser, d'avoir une compensation. Oui, c'est ça. En fait, c'est bon, ça marche. À partir du moment où on a, alors je ne sais pas si les chiffres, mais c'est à peu près 600 000 accidents du travail en France par an. Et c'est autant de déclarations d'accidents du travail que doivent faire les entreprises. Parce que en matière de droit du travail, tout démarre avec la déclaration d'accident du travail. Et j'allais dire, du coup, on a moins la distinction salarié-auteur des faits ou salarié-victime, parce que dans tous les cas, il y a un accident de la route pendant que le salarié était en mission. C'est un accident du travail et l'obligation de l'employeur, c'est effectivement de faire sa déclaration dans le délai de 48 heures auprès de la sécurité sociale. Après, la reconnaissance de l'accident du travail lui échappe, puisque c'est la sécurité sociale qui a le pouvoir, entre guillemets, de reconnaître l'existence ou pas, ou la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Donc de déclarer que oui, c'est un accident du travail, et le salarié, à ce titre, bénéficiera d'une indemnisation plus favorable, puisque sous la législation des risques professionnels. Cette déclaration-là, il y a un formulaire CERFA, mais il y a aussi tout un accompagnement à faire dans la déclaration. Et Christophe parlait tout à l'heure des circonstances. Là aussi, va être très important l'attention portée aux circonstances de l'accident et de détailler, dans la mesure du possible, tous les éléments qui peuvent permettre de faire comprendre les circonstances de l'accident. Et notamment, il y a un volet important qui va être dans quelle mesure l'employeur va contester la reconnaissance de l'accident du travail. Alors, bon, quand le salarié est en mission, il est au temps et au lieu du travail qui sont les critères primordiaux de la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Donc, on n'aura pas de possibilité pour agir sur la reconnaissance de l'accident du travail. En revanche, ça va être important de caractériser les circonstances pour ce qu'Agnès a dit tout à l'heure au sujet de la faute inexcusable. Et de dire que autant un accident du travail peut être reconnu parce qu'il s'est produit au temps et au lieu de travail, autant la responsabilité de l'employeur peut être engagée ou non en fonction des circonstances de l'accident. Et donc, la nécessité de pouvoir circonstancier notre déclaration d'accident du travail, elle est importante au regard de la responsabilité future qui va pouvoir être engagée de l'employeur sur cet accident. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura une escalation au niveau... Parce que le régime de sécurité sociale va indemniser, tout ça c'est codifié. Voilà, tout à fait. Après, c'est au cas où... Voilà. Il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a donc l'indemnisation que va servir la sécurité sociale et l'impact que ça aura sur votre taux de cotisation en tant qu'employeur si vous avez un compte
autonome ou si même en mixte. Donc ça va être le taux des cotisations qui va être augmenté si votre nombre d'accidents du travail augmente. Je ne pense pas qu'ici, il y ait beaucoup de gens qui soient en taux individuel. Vous êtes au taux individuel, oui. Bon, bah, vous êtes concerné. Si vous avez moins de... Combien de salariés pour être au taux collectif? Moins de 10 ou 20? 20. Si vous avez moins de 20 salariés, vous n'avez pas de rectification du taux, c'est ça? Non, c'est ça. Mais par contre, au niveau de la branche, il y aura forcément aussi un impact qui est moins visible à titre individuel, mais qui a quand même un impact en termes collectifs. Alors, cette faute inexcusable, qu'est-ce que ça veut dire pour l'employeur? Ça veut dire deux. Alors, il y a déjà, en termes donc, d'indemnisation, il y a deux volets. Donc, c'est de dire, OK, la sécurité sociale indemnise, et de manière plus favorable quand on est dans une maladie simple. Mais il y a aussi tous les préjudices liés à la survenance de l'accident. Et ces préjudices-là, ils sont indemnisés éventuellement par la sécurité sociale et puis par revers l'employeur dans l'éventualité où une faute inexcusable de l'employeur serait reconnue. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet donc ça, c'est faute inexcusable, on a dit, c'est le tribunal judiciaire, cause sécurité sociale. Et après, il y a un volet qui est je considère que dans le cadre de cet accident, mon employeur a manqué gravement à son obligation de sécurité vis-à-vis de moi. Et du coup, je vais saisir le Conseil des prud'hommes, par exemple, en résiliation judiciaire de mon contrat de travail, parce que je considère que les fautes commises par mon employeur, parce qu'il ne m'a pas fourni les équipements adéquats, parce que mon équipement n'était pas suffisamment entretenu, ou parce que ma cadence de travail était si importante que je ne pouvais pas respecter le code de la route, je vais pouvoir obtenir des juges, là cette fois-ci prud'homaux, des conseils de prud'hommes, qu'ils rompent mon contrat de travail au tort exclusif de l'employeur et qui considèrent que ça doit être cette rupture-là doit être indemnisée comme si mon employeur m'avait en fait licencié sans motif. Et alors juste, la faute inexcusable va générer des coûts supplémentaires en fonction des autres préjudices qu'aurait subi le salarié. Mais ce coût supplémentaire, il sera mis à la charge de l'entreprise? Oui, tout à fait. Quel que soit son nombre de salariés? Quel que soit son nombre de salariés. Ouais, donc ce n'est pas parce que vous êtes au taux collectif que s'il y a faute inexcusable, vous n'allez pas vous prendre 600 000 euros. Exactement. En fait, la faute inexcusable, donc dans le volet... Alors déjà, d'un point de vue individuel, si vous avez un contentieux prud'homal à la suite d'un accident du travail, sur une demande de rupture du contrat de travail, les dommages et intérêts que vous allez être contraint de verser, c'est à l'entreprise de les payer. D'un autre côté, sur les suites d'un accident du travail et la demande d'un salarié de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, ça va être devant ex-tribunal des affaires de sécurité sociale, qui est aujourd'hui le tribunal judiciaire. Et là, vous allez être 3 devant les juges. On parlait tout à l'heure du procureur. Là, c'est 3 devant les juges. Et c'est la CPAM, donc la Caisse primaire d'assurance maladie, qui va être aussi partie prenante. Partie prenante, pourquoi? Parce que c'est elle qui va devoir verser les dommages et intérêts éventuellement auxquels le juge allouerait aux salariés victimes dont la reconnaissance d'une faute inexcusable serait jugée. Mais la CPAM aura le droit automatiquement de se retourner vers l'employeur pour bénéficier de l'indemnisation des sommes qu'elle a été contrainte de verser. Et ces sommes-là, elles sont évaluées comment? Alors généralement dans le cadre d'une expertise, la phase devant le tribunal de sécurité sociale, je l'appelle toujours TAS, mais c'est dans le tribunal judiciaire, c'est la première phase, c'est une expertise, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le juge considère qu'il y a faute inexcusable, il analyse les critères, il dit oui, il y a faute inexcusable. C'est pas moi, en tant que juge, qui vais évaluer le préjudice, je vais mandater un médecin qui va examiner le salarié et évaluer tous les préjudices esthétiques, physiques, de carrière, pour évaluer un montant de dommages et intérêts qui sera là, cette fois-ci, décidé par le juge en fonction... Et vous avez un ordre de grandeur entre quoi et quoi ça peut varier
Si vous avez carrément un salarié qui est mort dans l'accident et que c'est les ayants droit qui poursuivent, vous avez des dommages et intérêts qui peuvent chiffrer en centaines de milliers d'euros. Si vous avez... On dit qu'une invalidité à 90% coûte plus cher qu'un décès. Ah oui, donc ça peut être encore... C'est vrai aussi. Ouais. Alors, pas dans le montant des dommages et intérêts, quoique si, parce que le préjudice de carrière peut compenser parfois le préjudice moral. Donc, c'est difficilement maîtrisable et c'est un risque qui est difficilement provisionnable parce que quand on a un dossier qui est pendant devant le tribunal judiciaire en matière d'affaires de sécurité sociale, déjà c'est un dossier qui va prendre 3 voire 4 ans avant d'être jugé du fait d'engorgement des juridictions et qui est très incertain parce que la saisine, en fait la requête du salarié, elle ne comporte pas de montant. Difficile à provisionner dans puisque vos comptes. Ça dépendra de l'expertise. Exactement. Mais alors, pour rajouter au tableau, puisqu'il nous reste plus que 7 minutes, sur le plan de l'assurance, là, c'était parfait, on était tout bien couverts, on avait nos 7-8 assurances différentes. Il y a un accident, on croit qu'on est couvert, mais il se trouve qu'il y a quelque chose qui fait que l'assureur va vous dire « Ah, mais attendez, là, vous êtes hors couverture du contrat. » Alors, c'est dans quel cas que ça se produit? Et ça arrive souvent. C'est grave, docteur? Comment ça... Si vous pouvez nous remonter le moral. Ça arrive souvent. Non, c'est pas la majorité des dossiers quand même. Vous pouvez avoir différents types... Moi, je parlais de 1 sur 1000. Je parlais pas de majorité. Mais effectivement, si vous voulez bien gérer vos risques et si vous voulez être plutôt assez périn, il vaut mieux, quand vous souscrivez vos contrats d'assurance, déjà de déclarer tout de bonne foi. C'est-à-dire qu'on évite d'oublier de déclarer un véhicule. Déjà, ça peut être pas mal. De déclarer qu'on a été résilié avant pour nullité ou qu'on a eu des soucis sur nos antécédents d'assurance. Parce que l'assureur, du coup, il maîtrise son risque. Lui, il aime bien savoir ce qui s'est passé avant chez vous. On évite de cacher la sinistralité qu'il y a eu avant. Voilà, on déclare tout parce que l'assureur, il va évaluer son risque. C'est le jour de l'accident, il voit qu'en fait, c'est Monsieur Alpha sur le véhicule et pas Monsieur Beta, c'était pas prévu. Il aime pas ça, l'assureur. Alors effectivement, dans ce cas-là, s'il y a un problème dans la déclaration quand vous avez souscrit le contrat, effectivement, l'assureur peut soulever des nullités. Des nullités, dans ce cas-là... Juste sur la base de vos déclarations. Ce qu'on a déclaré avant de signer le contrat. Oui, juste sur la base des déclarations. Donc là-dessus, une nullité de contrat, ça a quand même pas mal de conséquences. Alors aujourd'hui, avec la nouvelle jurisprudence européenne, nous, sur l'assurance véhicule, effectivement, on va indemniser les tiers, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont été victimes de l'accident, sauf le conducteur. Et nous, en tant qu'assureur, du coup, on va payer, mais en revanche, on va faire un recours contre vous pour venir récupérer nos fonds. Puisque le contrat, normalement, ne devait pas exister. Donc, on paye les victimes, mais on revient quand même rechercher les fonds, puisqu'on n'aurait jamais dû payer. Mais après, ça, c'est sur la base des déclarations. Après, quand il y a un accident, il est possible aussi que ce soit une cause d'accident qui, normalement, ne soit pas garantie. Alors, vous pouvez avoir tout ce qui est... les conduites sous l'empire alcoolique ou de stupéfiants. Mais dans ce cas-là, à partir du moyen, ça va dépendre des circonstances de l'accident. Mais effectivement, si ce lien est prouvé que c'est la cause de l'accident, nous, c'est une cause d'exclusion dans les contrats d'assurance. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va quand même payer les tiers victimes, puisqu'on est toujours obligé de payer les tiers victimes. On va recenser tout ce qu'on a payé et de nouveau, nous, on va venir faire un recours pour récupérer les fonds de ce qu'on n'aurait pas dû payer. Bon, on vous a fait l'avance des fonds quand même. Donc il y a quand même pas mal de contrats où c'est un peu différent. En revanche, quand vous déclarez le risque, si on s'aperçoit que c'est juste une déclaration où ça a juste joué sur le montant de la prime, ce qui peut se passer, vous, c'est que dans ce cas-là, on va réguler par rapport à l'indemnisation. Vous auriez dû payer 1500 et vous n'avez payé que 1000. Nous, quand on va payer l'indemnité, on va faire le même rapport de proportionnalité, en fait. Il n'y aura qu'une part qui sera à votre charge. Tout va dépendre, en fait, de ce qui s'est passé et pourquoi on n'a pas pu apprécier le risque correctement. Donc, en fait, l'objectif pour vous, c'est de répondre normalement à toutes les questions de bonne foi et puis de bien regarder de quelle façon garantit le contrat. Nous, quand on fait des contrats, on demande sur certains véhicules que le conducteur, il ait 20 ans.
20 ans ou qu'on requiert parfois 2-3 ans d'expérience sur un véhicule. Ça, quand vous avez vos conducteurs qui vont prendre le véhicule, c'est bien de le vérifier parce que ça peut se retourner effectivement contre vous en cas d'accident. C'est-à-dire que nous, on va payer, mais on va venir rechercher des fonds. Donc dans ce cas-là, c'est vrai que c'est quand même bien de regarder l'adéquation du risque. Quelle proportionnalité on peut appliquer si l'accident a lieu avec un jeune de 18 ans alors que le contrat spécifie 20 ans? Alors là, ce n'est pas une proportionnalité, c'est que normalement, ça ne devrait pas être couvert. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ça se négocie? Ça se négocie. Alors nous, on va payer la victime. On négocie avec non, on ne négocie pas. Nous, on paye la victime et dans ce cas-là, on se retourne vers le souscripteur qui a pas fait les bonnes actions sur le contrat et on va récupérer les fonds effectivement chez l'assuré. Mais alors, si on prend le cas extrême, accident, le livreur est en partie responsable parce que c'est pas. Et dans le tas, il y a une faute inexcusable de l'employeur parce que. Alors voilà. Je vais faire le scénario catastrophe. Vous me direz si c'est réaliste. Sûrement pas, puisque c'est catastrophe. Le livreur a un accident. Il y a le tiers est gravement blessé. Il va d'ailleurs décéder pendant le transport à l'hôpital. Le livreur est testé alcool, drogue, puisqu'il y a décès. Il se trouve qu'il y a du cannabis. Et quand les enquêteurs vont faire le tour de l'entreprise, il dit, ouais, mais tout le monde le savait que lui, oui, tout le monde, bien sûr, on le savait. Bon. Et ça, c'est le plus dur à maîtriser pour l'employeur, parce qu'il ne peut pas maîtriser ce que les salariés vont dire. Donc, on va tomber dans un cas, je suppose, où il y aura une faute inexcusable, qui va se monter à temps, où il y aura déchéance de garantie d'assurance qui va venir lui réclamer tant. Une entreprise de moins de 20 salariés ne peut pas faire face à ce... Alors, est-ce que ça s'assure ? Ou est-ce que c'est synonyme de je dépose le bilan? Enfin, j'en sais rien. En matière de faute inexcusable, l'assurance, c'est la CPAM en fait, qui est du coup assure le risque qui est auprès des assurés, donc des salariés, mais elle n'assure pas le risque pour l'employeur. En cas de faute inexcusable. Voilà, mais l'assurance peut couvrir la faute inexcusable. Il y a des contrats RC chefs d'entreprise effectivement qui prennent en charge à certains montants la faute inexcusable de l'employeur, oui. C'est des contrats responsabilité civile chef d'entreprise. On peut effectivement s'assurer pour ce risque-là. Et le procureur, dans ces cas-là, qui lit dans le journal le matin, accident sur la corniche, c'est arrivé dans l'Ain il y a 2 ans, un jeune livreur, il était jeune, il avait 28 ans, il recule avec son estafette et il écrase. En fait, il a tué un bébé dans une poussette et blessé la mère qui poussait la poussette. Et il a été testé positif au cannabis. Moi, je me mets à la place du patron de me dire, punaise, alors le procureur qui lit ça, qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Les poursuites principales, elles vont être exercées contre le conducteur. Ouais. Et ensuite, on va regarder dans quelles conditions le conducteur travaillait et s'il y a une faute, encore une fois, il faut une faute, une maladresse, une imprudence, une négligence, une violation des obligations de sécurité ou de prudence par l'employeur qui est en cause dans le comportement du conducteur. Et si tel est le cas, on va avoir une possibilité de poursuite de l'employeur sur le terrain de l'homicide involontaire, mais les infractions involontaires, elles, sont assurées. L'employeur, lui, il est assuré pour les infractions involontaires et les... Non, mais prenons le cas là. L'employeur, il a confié une livraison et un véhicule aux salariés, tout en sachant que c'est un consommateur régulier. Est-ce que ça rentre dans les causes ou pas? Il faudrait qu'on arrive à démontrer que l'employeur... D'abord, il va y avoir un débat sur la causalité entre l'emprise de stupéfiants et l'accident. Et après, il faudrait qu'on arrive à démontrer que l'employeur a laissé partir en toute connaissance de cette emprise de produits stupéfiants son salarié. Le simple fait de savoir qu'il y a une consommation régulière de cannabis
ne serait pas de nature à entraîner la responsabilité pénale de l'employeur, parce que sinon la seule solution pour l'employeur, c'est de rompre le contrat de travail à partir du moment où il sait qu'il y a des consommations de produits stupéfiants par son salarié. On ne peut pas tenir pour responsable en termes d'inattention, de maladresse, de négligence ou de violation d'une obligation de sécurité ou de prudence l'employeur qui laisse conduire quelqu'un dont il sait par la rumeur de l'entreprise qu'il est consommateur. En revanche, si au moment où il le voit partir, il le voit tituber, des témoins disent « mais il est tombé, puis il a ramassé son scooter, il est parti, et l'employeur lui a dit « fais vite ». Là, on va aller éventuellement rechercher la responsabilité de l'employeur. Ça démontre tout l'intérêt d'aller voir son avocat rapidement, parce qu'il va vous aider à bien trier. Mais, docteur Tata, vous avez des solutions aussi pour gérer cette chose-là. Je vous donne le micro vert. Parce que Orange, c'est moi. Bonjour. Oui, dans ce cas-là, moi, la question que je peux poser à l'employeur... Juste présentez-vous. Oui, docteur Tata, médecin du travail au ST Provence, à Aix-en-Provence. Je suis préventeur risque routier. Et on travaille également sur la problématique des substances psychoactives, le mésusage des substances psychoactives. Et donc la problématique du cannabis chez les conducteurs de 2 roues, dans le cadre de la restauration rapide, c'est un problème qui nous est quand même assez familier. Moi, la question que je peux poser à l'employeur, c'est qu'est-ce qu'il a mis en place en termes de prévention pour le mésusage des substances psychoactives ? Est-ce qu'il a informé tous ses salariés déjà de l'interdiction, et là je pense que c'est le règlement intérieur qui fera foi, de l'interdiction de consommer des substances psychoactives dans l'entreprise? Est-ce qu'il a mis en place une structure de prévention, c'est-à-dire sensibilisation collective de tous les salariés? Dans ce cas-là, je pense que la responsabilité de l'employeur, enfin on va voir si les juristes sont d'accord, c'est eux des spécialistes, mais on va voir si la responsabilité de l'employeur n'est pas minimisée dans ce cas-là. Si l'employeur a été prévenant, qu'il a tout mis en place, qu'il a informé ses salariés, et malgré tout cela, le salarié continue à avoir un mésusage de substances psychoactives, là, je ne sais pas ce qu'on peut reprocher à l'employeur. Maintenant, il faut savoir que le mésusage des substances psychoactives, c'est quand même une pathologie, c'est une maladie. Et là, l'employeur a tout à fait la possibilité d'adresser ces salariés pour lesquels il aurait un soupçon à la médecine du travail, tout simplement. Parce que derrière, il peut y avoir une prise en charge qui peut se mettre en place. On est quand même des spécialistes du RPIB, du repérage précoce et de l'intervention brève en matière d'addictologie. Et donc là, on peut apporter de l'aide aux salariés. Et je pense que si l'employeur fait cet effort-là d'être préventeur avant d'être répressif, parce qu'en effet, il pourrait casser le contrat pour faute grave. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il peut casser le contrat sans avoir été prévenant avant. Ça, c'est une question que je peux poser aux juristes aussi. Donc, si l'employeur a été prévenant, là, je pense que la faute inexcusable va être difficile à démontrer pour un employeur. Alors, moi, je peux rajouter, avant que vous repreniez la parole pour un dernier tour, c'est que très souvent, on entend les juristes dire, vous savez, la faute inexcusable, c'est simple. Vous avez un document unique, oui, non. Vous avez un plan de prévention, oui, non. Hop, c'est terminé. Enfin, je veux dire, ces 2 premières questions font la décision. C'est vrai. C'est sûr que si on répond non, on est mal barré. Mais si on répond oui, on n'a pas forcément l'exonération de notre responsabilité par ailleurs. C'est des éléments qui sont importants. Et non, mais ça veut dire, si on dit non aux 2 premières questions, c'est quasiment pas la peine d'aller plus loin. Voilà. Oui. Après, il y a la problématique de la qualité de ces choses-là. Exactement. Dans l'obligation de sécurité dont je parlais tout à l'heure, il y a effectivement un préalable. Enfin, elle recouvre elle-même plusieurs obligations, une myriade en fait dans le Code du travail, mais qui sont regroupées en les mesures de prévention, information, formation, et la mise en place de documentation qui vont permettre de sensibiliser au risque et surtout de montrer que l'employeur a pris en considération la connaissance des risques qu'il peut avoir dans l'entreprise et qu'il a mis en place des mesures pour le réduire.
Il y a plus en plus une prise de conscience par le fait que le risque zéro n'existe pas et que si un risque... Alors, il y a eu une tendance des juges à considérer qu'à partir du moment où le risque s'est réalisé, il y a forcément un commandement de l'employeur. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Et c'est une obligation de moyens renforcés. Donc, ce qui veut dire que l'employeur a tout intérêt à mettre en place, à mettre le paquet sur la prévention du risque. Parce que dans les situations comme ça, où la faute inexcusable pourrait être engagée, la démonstration de tout ce qu'a mis en place l'employeur pour éviter le risque permettra d'éviter une condamnation automatique. Maître Basse, votre dernier mot. C'est la même chose. Excusez-nous. Vous m'entendez? Oui. Oui. J'avais une question en fait qui me paraît importante, c'est pour comparer, parce qu'on parle de salariés, si on sous-traite directement ou indirectement les livraisons, à ce moment-là, quelle peut être la responsabilité des employeurs, enfin des gérants ou patrons ou PDG d'entreprise? On répond à la question et vous nous donnerez votre dernier mot. D'un point de vue de droit du travail, on va se poser la question de situation éventuellement de qui est l'employeur, de co-emploi ou de situation de contrat de travail déguisé en réalité, parce qu'on est sur une situation où le salarié, le sous-traitant ou l'auto-entrepreneur était dans un lien de subordination tel qu'il était effectivement en réalité salarié, et donc avec toutes les incidences qu'on a évoquées qui s'appliqueront à lui. Et après, si c'est un livreur qui a plusieurs clients et qui n'a pas un seul restaurant, même une entreprise qui fait de la sous-traitance de livraison, dans ce cas-là, il n'y a pas de lien de subordination. Mais est-ce qu'on peut aller rechercher encore une fois la responsabilité du donneur d'ordre qui dirige l'entreprise, quoi? Sur le plan pénal, on va avoir le même critère que tout à l'heure, c'est la causalité entre ce qui peut être reproché au donneur d'ordre et le comportement qu'a eu sur la route le livreur. Et on va se rapporter exactement aux mêmes critères de la loi: maladresse, imprudence, négligence, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence. Donc en fonction des instructions qui auront été données ou de l'incidence du comportement du donneur d'ordre, on sera sur exactement le même registre sur le plan pénal. Ce ne sont pas des textes qui sont applicables exclusivement à la relation employeur-salarié, mais ce sont des textes qui sont applicables à toute personne qui, par son comportement, a une incidence sur la genèse de l'accident. Et donc, on va rechercher la causalité. Et tout à l'heure, sur la question d'avant concernant la prise de substances psychoactives, on a exactement le même curseur de référence. Dans ce que je vous ai énoncé là, maladresse, imprudence, on a aussi la négligence. Et ça rejoint ce que vous disiez, docteur Tata. On a à un moment un employeur qui a, et on en fait la démonstration, des échos de ce qui se passe au sein de son entreprise en termes de consommation, voire de consommation collective, voire de consommation pendant la pause sur le lieu du travail. S'il ferme les yeux sur ces éléments-là, on va pouvoir lui reprocher la négligence et rechercher sa responsabilité pénale éventuelle si cette négligence a conduit à un accident par un conducteur sous l'emprise de substances psychoactives. Donc on est vraiment sur le plan pénal, sur ce critère-là. Quelle est la causalité entre le comportement maladresse, imprudence, négligence qu'on reproche à la personne et l'accident tel qu'il s'est produit? En sachant que les différentes options, entre guillemets, de responsabilité ne sont pas alternatives. Et c'est que la responsabilité au titre de la faute inexcusable va pouvoir être couplée avec éventuellement une responsabilité pénale. Et que c'est pas parce que le salarié a choisi une voie qu'il exclut de l'autre voie. Et les condamnations peuvent être multiples, en fait, sur un seul et même accident. Puis il n'est pas rare que vous ayez dans des procès de nature pénale un employeur avec
un salarié, par exemple, ou plusieurs salariés qui sont victimes, mais ce ne sont pas tous ces salariés. Il peut y avoir des salariés d'une entreprise extérieure et les relations aux uns et aux autres ne sont pas les mêmes. Et devant le tribunal correctionnel, la gestion non pas de l'action publique, c'est-à-dire l'action pénale, mais la gestion des dommages et intérêts de l'action civile va se traiter différemment parce que dans la relation employeur-employé, on va se retrouver devant l'ancien tribunal des affaires de sécurité sociale, et dans la relation employeur et entreprise extérieure, on va être dans une demande de dommages et intérêts en direct qui est prononcée par le tribunal correctionnel. Donc tout ça se croise avec des critères qui sont différents, mais qui à un moment donné se recoupent. Moi, ce que je retiens de votre question aussi, c'est de dire je peux sous-traiter, et finalement mon sous-traitant peut être plus professionnel que moi en tant que livreur. Par contre, vous me direz si je dis une connerie, j'éviterai de m'immiscer dans le travail du livreur. C'est-à-dire que quand il vient chercher le truc, pas lui dire fais ci, fais ça, attention, ça, le client fait gaffe, serre-le d'abord. Parce que je pense que si vous vous immiscez et que vous lui dites attends, celui-là, si tu le loupes, on est cuit, vraiment, ça vous revient direct. Donc, vous déléguez, vous avez sous-traité, mais n'interférez pas, quoi. Moi, j'ai caractérise le lien de subordination. J'ai compris autre chose aussi. J'ai compris que quand on sous-traitait, dites-moi si je me trompe, on peut voir des choses donc du sous-traitant qui va partir et qui va visiblement se mettre en danger, et on reste responsable de ça en tant qu'employeur, même si on sous-traite. C'est ce que j'ai compris dans vos propos, Monsieur Basse. Si le livreur arrive en tongs, il arrive chez vous en tongs. C'est ça, oui. Que fais-je ? Oui, mais sur le plan pénal, vous ne serez pas responsable de ce qu'il arrive en tongs. C'est-à-dire que vous n'êtes pas responsable de l'accident. Alors, sauf si, effectivement, c'est parce qu'il est en tongs qu'il a un accident. Et là, on remonte. Oui, voyez, excusez-moi pour les tongs. On est dans quelque chose de... Là, les tongs ou les gants, c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure. C'est plutôt de l'ordre du dommage causé au salarié. Et là, s'il est, lui, employé d'un employeur dont vous êtes... avec lequel vous êtes en relation contractuelle de sous-traitance, c'est son employeur au premier chef qui est concerné. Non, mais là, dans ce cas-là, soulevé par Hélène, en fait, votre rôle, c'est de dire à votre sous-traitant, dites donc, ton Gus, il est arrivé en tongs, et c'est pas dans le contrat. Enfin, voilà. Et je pense que quand on fait ça et qu'on fait respecter son contrat, on doit quand même être... Il y a bien un moment où on peut faire son boulot tranquille. Très certainement, on peut le faire tout le temps tranquille à partir du moment où on a en tête à la fois les critères droit du travail et les critères maladresse, imprudence, négligence, et où on prend tout en compte pour ne pas faire l'autruche sur certains points. Bon, d'autres questions ? On fait une pause.